On a proposé de clore ce temps de deux manières. D'abord en donnant la parole à Sylvain Sauton, président de l'Association des maires ruraux du Rhône, et à Claire Peignet, présidente de l'Association des maires du Rhône. Tous deux vont prendre la parole pour... voilà, vous avez suivi chacun cette matinée, vous allez pouvoir témoigner de ce que vous avez entendu, de ce que vous en retenez. Christiane Agara pourra donner quelques mots de la fin. Et ce qu'on propose, c'est qu'à 13h, ceux qui tiennent encore le coup, on restera connecté une demi-heure pour répondre en direct à vos questions. Pour cela, le plus pratique pour nous, c'est que vous regardez sur la bande d'icônes dont je vous parlais au tout début de la journée. Dans Réaction, vous pouvez faire lever la main, que je ne vois pas. C'est dans les participants. Donc, en tout cas, vous pouvez nous faire signe ou éventuellement dans le chat en disant « j'ai une question à poser » et ce qui nous permettra de vous donner la parole. Voilà, on est dans un système, là, avec la captation vidéo où il faut qu'on maîtrise à qui on allume le micro et on branche la caméra. Donc, vous pouvez, dans le chat, soit nous écrire vos questions. Il y en a quand même quelques-unes qu'on fera encore remonter, là, qui restent en suspens. Et donc, pendant là, les temps de clôture, le petit quart d'heure, merci de nous dire soit à l'écrit, soit que vous voulez prendre la parole. Et donc, Sylvain Sauton, je crois que vous êtes parmi nous, le voilà. Et donc, nous vous donnons la parole. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie de me donner la parole. Donc j'ai suivi vos travaux et je vais essayer de vous transmettre mes réflexions. Dans le Rhône, nous avons des territoires très divers avec des particularités locales parfois très contraignantes. Si je prends un exemple, pour ma part, j'hérite d'une ville, Beaujeu, qui a périclité au XXe siècle pour devenir un bourg-centre de services et de commerce. Par manque de foncier, toutes les entreprises qui se développaient ont dû se délocaliser. La résultante de tout ça, c'est que j'ai un très faible potentiel fiscal avec une population qui s'est largement paupérisée. Et si je me compare aux communes de même strate, je peux vous dire que si j'avais les 70% de recettes fiscales supplémentaires, je serais beaucoup plus efficace dans mon action avec du personnel et des moyens pour agir. Alors, tout cela pour dire que la seule volonté politique ne suffit pas, notamment pour les communes rurales qui ont peu de moyens. Donc, s'il y a une vision de l'aménagement, elle doit être partagée entre toutes les collectivités. C'est un peu ce qu'évoquait Mme Maguera au début. Et comme le soulignait le président Guillotot, l'aide aux communes permet de donner une autre dynamique à tous ces territoires et sans doute d'avoir une vision plus globale pour prioriser certaines actions. Un autre critère très pénalisant qui est pris en compte, c'est la taille démographique des communes. Je me rappelle du témoignage d'un maire de la métropole dont la commune n'était plus représentée au sein justement de la métropole. Alors, il se définissait comme un poumon vert dans cet espace métropolitain, préservé de toute urbanisation au niveau du PLU. Et sa réflexion, qui était peut-être un petit peu provocante, était de dire faut-il que je sacrifie cet espace pour exister? Donc voilà, c'est une notion, je l'ai pris volontairement dans la métropole, mais c'est une notion qui me paraît intéressante à prendre en compte, c'est l'espace, et notamment ceux des milieux agricoles, des milieux ruraux, pardon, qui participent à l'équilibre territorial. Je reprendrai d'ailleurs la réflexion de Jean-Yves Chapuis, c'est quoi d'être ensemble? Nous évoquons aussi la participation citoyenne. Alors, en dehors de la crise du Covid qui rend l'acte plus compliqué, les contrats de relance et de transition énergétique demandent aux élus de définir en 2 mois leur plan de mandat, sans véritable concertation. Mais l'élu est aussi là pour assumer des responsabilités qui lui ont été confiées par le suffrage universel sur la base d'un projet. Mais toujours sur cette participation citoyenne, aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation fait que celui qui paye l'impôt n'est pas forcément l'utilisateur, ce qui va compliquer la concertation. On parle aussi de zéro artificialisation, mais là aussi, il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement et de différenciation.
Nous avons dans le Rhône des territoires ruraux où il est difficile d'attirer de la population. S'il faut s'intéresser aux formes urbaines, dans ces territoires qui sont vraiment en voie de désertification, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie pour promouvoir l'habitat collectif. Ce n'est pas vraiment ce que viennent chercher les gens quand ils essayent de s'implanter dans ces communes et ces villages un peu reculés. Mais bon, rien n'est impossible. Le risque, par contre, en parlant de zéro artificialisation, sans donner une chance à ces villages et de les voir mourir. Demain, avec la perte de population, sans commerce, bientôt sans école, aucun agriculteur ne viendra s'installer. Et nous avons déjà des exemples de territoires qui sont en friche, sans agriculture et sans sylviculture, avec des friches donc, qui gagnent le paysage. Nous pensons le territoire dans la globalité, mais aussi dans sa diversité. Et il faut prendre en compte les particularités de chacun. Voilà les réflexions que je voulais vous amener pour participer à vos débats. Bon, je vous remercie de votre attention. Ça fera peut-être l'objet d'autres débats plus tard. Bien, alors moi je vais compléter les propos de mon collègue Sylvain Sauton au titre de l'Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon. Déjà par vous remercier de l'organisation de cette matinée de travail extrêmement dense, extrêmement riche, qui amène des questions, mais aussi des réponses. Merci à tous nos intervenants qui ont pu enrichir le débat. Au nom de l'Association des maires du Rhône et de la métropole, donc j'ai suivi vos travaux et j'ai pris beaucoup de notes qui m'ont fait réagir. Vous placez l'élu local comme le garant d'une vision du développement de son territoire. Je reprends ce que j'ai entendu. C'est une lourde charge, mais à la fois ça sublime un petit peu la place de l'élu qui n'est pas seul, qui travaille avec son équipe, qui hérite d'une histoire et qui va transmettre une histoire. On est toujours à la croisée de plusieurs chemins. Vous avez intitulé aussi un de nos axes de travail de ce matin, donner envie d'agir à l'échelle locale. Alors je pense effectivement que les élus ont envie d'agir à l'échelle locale. Pour cela, les 3 témoignages que nous avons eus, que ce soit à Metz, dont je salue le maire, à Dommartin ou à Tarare, montrent bien que nos élus locaux savent travailler à partir de leur territoire, qu'ils savent s'entourer d'une ingénierie et du dialogue avec leurs habitants, mais que ceci n'est pas à chaque fois suffisant. Vous avez parlé aussi de transversalité entre les EPCI avec la métropole. Alors, sur le cas particulier du Rhône et de la métropole de Lyon, je pense qu'on ne peut que vous rejoindre, mais cela posera, et vous l'avez dit, sur la métropole de Rennes, le problème de l'économie. Où est l'économie? Où sont les emplois? Et particulièrement entre le Rhône et la métropole de Lyon, comment voyons-nous la mobilité? Parce que le développement du territoire passe par un affichage très clair de la politique au niveau des mobilités. Vous avez parlé des formes urbaines, vous avez parlé de mélanger la nature et l'urbain. Je pense que là-dessus, tout élu serait d'accord avec cette position. Et je rejoins M. Sauton quand il parle de la diversité, de la singularité entre le monde rural, périurbain et urbain, et même si ces 3 termes, je trouve, sont assez réducteurs dans la diversité des paysages et des problématiques que cela soulève. Vous avez parlé des modes de vie et du parcours résidentiel. Je pense que c'est effectivement très important. On ne peut pas catégoriser les jeunes dans les métropoles, les moins jeunes hors métropole. Je pense qu'il faut arriver à créer justement ce format urbain pour mixer les modes de vie, créer de l'intergénérationnel. On entend ce mot tout le temps, mais il est difficile à faire vivre dans la conception de l'habitat, que ce soit en ville,
dans le tissu périurbain ou dans le tissu rural. Enfin, il y a eu un témoignage, je pense, très intéressant au niveau de Tarare, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Madame Delaumier-Rollin. C'est aussi sur le rôle de l'élu sur le patrimoine, qu'il soit industriel ou le patrimoine historique, parce que c'est là aussi un défi de l'élu local dans sa conception du développement de son territoire. Nous avons tous hérité d'un très beau patrimoine. Ça peut être un patrimoine naturel, un patrimoine bâti, et effectivement, nous avons cette mission de le transmettre. Voilà ce que je voulais dire sur les échanges que j'ai entendus ce matin. Peut-être aussi dans une deuxième partie, rappeler que notre association départementale propose des formations en lien avec le CAUE, en lien avec les services de l'État, sur toute cette réflexion sur aussi les outils de planification dont vous avez parlé, qui sont aussi un rôle de l'élu local, savoir se placer en amont ou en aval des outils de planification qui, pour beaucoup d'élus, sont encore vécus comme des contraintes et qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité du terrain. Donc j'entends qu'il peut y avoir des PLU très souples, angéliques, je ne sais pas quel mot vous avez employé tout à l'heure. On en rêve tous, mais il n'empêche que nous avons un cadre qui nous est imposé et que voilà, c'est un petit peu compliqué pour nos élus. Et je ne parlerai pas du PLUI. Mais il n'empêche que cette formation des élus permet aussi des échanges entre des élus de la métropole de Lyon et du Rhône, donc des visions partagées, des expériences partagées, et on rejoint ce sens de l'alliance entre la métropole et les territoires périmétropolitains. Enfin, moi, je voudrais parler bien sûr du CAUE, déjà pour en remercier son directeur et toute l'équipe qui ont permis cette journée ce matin. Vous avez parlé de la fabrique attentive de la ville. Alors, je pense que le mot ville est à entendre au sens noble du terme. Je sais que vous accordez beaucoup d'attention à l'accompagnement des élus, à l'ingénierie mise à leur disposition, particulièrement pour les élus du Rhône, mais aussi de la métropole. Vous savez nous faire partager vos expériences, vous savez nous emmener, nous faire voyager, même de manière virtuelle, vers d'autres expériences. Et je pense qu'à ce titre-là, c'est la place du CAUE pour le Rhône et la métropole de Lyon est importante et mérite d'être soulignée ce matin. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cette matinée de travail. C'est pas grave. Bon, mais écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Nous venons de vivre une matinée très intense et très intéressante, et je voudrais remercier et féliciter nos intervenants pour leur échange et puis tout ce qu'ils ont pu nous apporter. J'espère que de l'autre côté des écrans, vous avez pu partager cette intensité et que cette matinée vous a donné satisfaction. Alors moi, je voudrais, pour résumer, en fait, tout ce qui s'est dit, je crois que je retiendrai une bribe de phrases de Sébastien Asperto qui nous a dit que pour avoir un aménagement du territoire, une ville intéressante et agréable à vivre, il y avait une recette. Eh bien, c'est la volonté de partager un destin commun. Et cette volonté de partager un destin commun, on va la retrouver dans l'imbrication des différentes instances qui régissent notre territoire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la métropole, des intercommunalités, de la place des communes les unes par rapport aux autres. Eh bien, je crois que si nous avons cette volonté de construire un espace urbain, mais pris au sens large, de qualité, et en prenant les spécificités de chacun, eh bien, nous arriverons à aménager notre territoire de façon apaisée et qui correspondra aux besoins
de nos habitants, parce que je crois que c'est ça l'objectif qui doit nous animer. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Et puis, mais écoutez, on espère pouvoir, à un moment ou à un autre de l'année 2021, nous retrouver en présentiel. Merci et bon retour pour ceux qui rejoignent leur collectivité d'origine. Merci, messieurs, de votre participation. Madame la Présidente, je voulais vous remercier aussi de la confiance que vous nous accordez et la liberté que vous nous donnez aussi de travailler. Donc ça, c'est quand même extrêmement précieux. Je voudrais aussi remercier l'équipe du CAUE, voilà, donc Anne Nacos qui a monté la formation, et puis Claire Rosset qui vient l'appuyer aujourd'hui, qui s'occupe chez nous de toute la partie action éducative auprès des jeunes. Voilà. Donc là, on peut passer peut-être du coup aux questions qui ont été enregistrées. Oui, je pense que pour tous ceux qui sont affamés, vous avez le droit de parler la bouche pleine, exceptionnellement. On est désolé, ça fait une matinée qui est vraiment très longue et dense. On avait prévu de faire une journée entière, évidemment. On a essayé de réduire, autant qu'on le pouvait. Il y a pour l'instant pas encore de questions spécifiques. Il y avait, alors je vais faire remonter, je remonte un petit peu dans le fil. Ce qu'on propose, c'est, là vous êtes encore assez nombreux à être présents, merci. S'il y a des questions qui apparaissent, vous nous faites signe. On peut peut-être revoir un petit peu les dessins de Marie-Lise Serrard au fur et à mesure, mais peut-être revenir, il y avait Claire, je crois, une question, on revient un petit peu au sujet des formes urbaines. Pour aider à l'acceptation de la densification des zones rurales et semi-rurales, il serait nécessaire d'avoir des solutions architecturales mieux intégrées et vécues comme harmonieuses, en faisant référence au hameau historique. Je ne sais pas si ça vous aiguille, Sébastien, Jean-Yves ou Patrick. C'est une très bonne question parce que l'enjeu est là en fait. Je pense que la question elle est là quand on évoque aujourd'hui cette obligation que nous aurons de travailler dans des espaces connus, circonscrits et comme le disait Claire qui sont porteurs aussi de patrimoine en fait forcément. Et c'est vrai que la question du patrimoine aujourd'hui, on l'étend évidemment naturellement à la question de la structure végétale, etc. pour des questions environnementales, mais ce qu'on fait aussi comme effort, c'est de l'étendre évidemment à la notion de patrimoine ordinaire, donc ce patrimoine du quotidien, de la vie, de tous les instants, qui parfois est plein de richesses en fait et plein d'intérêts. Donc ça veut dire que lorsqu'on va construire ou transformer ces espaces, effectivement, il va y avoir un enjeu, c'est de respecter la singularité du lieu dans lequel on intervient, du coup, voilà, et de capable de produire une architecture ou une construction nouvelle ou une réhabilitation et extension qui soit en harmonie avec cet existant. Voilà. Et ça, je pense que pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. On n'aura plus les moyens de sacrifier des pans de territoire au titre d'une action qui serait hors contexte, hors norme. Il va falloir être beaucoup plus attentif finalement à l'existant que ce que c'était avant. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire d'architecture contemporaine. Au contraire, c'est faire une architecture contemporaine qui soit capable de s'inscrire dans son environnement. Voilà pour moi la réponse à la question. Oui, tu as tout à fait bien répondu. Je pense qu'effectivement, il faut sortir du schisme qui peut exister entre le grand public ne sait rien de l'architecture, ne comprend rien au mouvement moderne ou à l'architecture contemporaine, et puis des architectes qui ne seraient pas capables de s'inspirer des morphologies existantes pour inscrire à partir du vocabulaire stylistique, on va dire, des époques passées, à la fois des formes et des usages dans de l'existant. Je voyais dans l'expo qui est au CAU en ce moment l'exemple d'Angoulême. Là, je cherche le nom de la commune, mais tu peux peut-être m'aider. Un très bel exemple d'architectes qui ont travaillé sur des tissus existants, voilà, et avec une vraie contemporanéité. Et pour le coup, j'ai eu à visiter plusieurs fois des projets faits non seulement à partir de l'existant, mais s'inspirant, on va dire, des trames, des matériaux pour faire des choses éminemment contemporaines.
Moi, je trouve que l'exemple de l'école de Mai est très intéressante parce que finalement, c'est une architecture complètement contemporaine, mais qui s'inscrit complètement dans le mouvement du terrain. Et finalement, d'avoir bien réussi ça, c'est quand même remarquable. Parce que en fait, c'est un banc, cette école. C'est comme le banc du monsieur avec ses moutons. L'école est aussi un banc sur lequel les enfants voient le paysage. Et à Dommartin, c'est un joli coup, hein, les logements. Hein, ce petit programme à rez-de-chaussée plus 2 niveaux. On parle d'épanelage. Effectivement, ça a l'air de respecter l'épanelage de la commune. Et c'est un vocabulaire qui n'est pas du tout dans la provocation, qui cherche à vivre avec le temps, avec l'époque. Et il y avait une deuxième volet dans la question qui était l'acceptabilité, peut-être, je crois, de la densité. Et ben, en fait, tout ce qu'on vient de dire, en fait, c'est les conditions de l'acceptabilité, en fait, de la densité. Ça veut dire que ces opérations-là, elles peuvent être très, très contemporaines et des personnes peuvent passer devant dans la rue et ne pas voir ces opérations dans leur contexte environnement. Donc, l'enjeu, il est là, il est sur cette idée de s'inscrire de manière contemporaine tout en respectant les traces de l'histoire et du patrimoine ordinaire. Il reste encore une trentaine de personnes en ligne. Il n'y a pas spécifiquement de questions. Je ne sais pas si pour clore, Sébastien, tu veux dire 2 mots sur l'exposition qui... il y a un lien avec Territoire Invisible. Oui, ça tombe bien, la question était... Et je ne sais pas, elle n'était pas téléguidée en tous les cas. Je n'ai pas demandé qu'on nous pose cette question. Mais c'est vrai que dès qu'on pourra ouvrir, on regrette évidemment d'être... aujourd'hui fermé pour raison de crise sanitaire, mais dès qu'on pourra ouvrir, le CIE, justement, a produit dans ses missions qu'il doit assurer, il doit assurer une mission de sensibilisation et donc réaliser en général 2 ou 3 expositions, actions culturelles par an. Et là, on a produit une exposition avec un contenu qui va justement aborder dans 6 paysages habités différents les conditions d'intégration d'architecture contemporaine en fait et comment les architectes ont travaillé avec ce qui préexistait, ce que disait Patrick, la question de la trame, de la matière, du rythme, de la séquence et comment ces analyses-là, tout au long de la matinée, on a parlé de prendre connaissance de ce qui existe en fait. Donc c'est central de regarder ce qui existe et ensuite de tirer parti de ce qui existe pour pouvoir définir une nouvelle approche contemporaine qui sera en harmonie avec le territoire. Donc on a fait tout un travail à la fois de corpus pour déterminer ces 6 paysages habités. On a 12 projets d'architecture qui vont en face de ces 6 paysages et on a utilisé comme médium 2 éléments importants pour nous. Le cinéma, on a créé 6 films aussi qui viendront expliquer comment des réalisateurs ont vu ou perçu ces territoires qui existent, donc comment des réalisateurs ont filmé les faubourgs, ont filmé les grands ensembles. Et puis on a réalisé aussi 6 maquettes à la même échelle qui permettent justement d'avoir un support pédagogique qui nous paraît extrêmement important pour comprendre ce que sont la valeur de ces paysages habités, où sont les éléments intéressants, différenciants de ces espaces. Voilà. Donc un programme très riche, on a hâte de pouvoir l'ouvrir et vous envoyer des invitations. Voilà. J'en profite du coup, on n'a plus de questions, donc je vais remercier l'ensemble des élus qui ont été présents aujourd'hui. On en a eu, je pense, une 50aine à peu près, une 60aine présents. Donc on est très heureux d'avoir pu mener cette formation. On a souhaité la maintenir, elle devait être sur une journée, on l'a contractée sur une demi-journée. Et je remercie évidemment nos 2 intervenants, Patrick Choteau, Jean-Yves Chapuis, sans qui cette matinée n'aurait pas pu avoir lieu, et qui se sont adaptés à la contraction sur cette demi-journée pour mener à bien nos échanges. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Et nous, on voulait remercier donc tous les 2, remercier Sébastien Sperto et puis l'équipe avec qui on a préparé cette journée-là, et merci encore. Parce qu'il a fallu effectivement resserrer la maille. Anna a fait preuve d'un travail bien dirigé, c'était très intéressant jusqu'à tard. Hier soir, on a essayé de resserrer. Voilà. Merci encore. Merci.